Voilà, bonjour à tous. Merci pour cette participation à cette visio organisée par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques et le Conseil départemental d'accès au droit des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec les différentes associations et sur les mesures de protection. Et je vais donc laisser place en premier lieu à Annabelle Lopez qui va se présenter. Bonjour, merci de cette invitation. Donc, effectivement, je suis Annabelle Lopez-L'église, chargée du service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux sur Bayonne et la circonscription du tribunal judiciaire de Bayonne. Je suis pour une part mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est-à-dire que j'exerce des mesures de protection, et d'autre part chargée donc d'un service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux en lien avec ma collègue Madame Nassieux, qui exerce la même chose sur le territoire de Pau. Le SISTF a été créé il y a quelques années dans le cadre d'une plateforme. Donc c'est dans ce cadre du service qu'on nous a demandé d'intervenir pour vous présenter les mesures de protection. Donc on s'est partagé le travail. Donc moi je vais intervenir sur une introduction et la présentation de la procédure de mise sous protection pour que ma collègue puisse ensuite vous présenter les différents types de mesures. Je fais la présentation excusez-moi, je continue ou chacun se présente? Je continue, d'accord. Donc, du coup, le régime des mesures de protection est un régime très, très ancien, c'est-à-dire que c'était la loi du 3 janvier 1968 qui a mis en place ce régime de protection des majeurs et qui a créé 3 types de mesures de protection que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Donc, entre 1968 et 2007, au niveau légal, il s'est passé peu de choses. Donc, la loi du 5 mars 2007, elle est venue rénover ces mesures de protection et elle est entrée en vigueur en 2009 et elle a apporté quelques modifications et quelques rénovations de ces 3 grands régimes. Donc aujourd'hui, comment on fait pour faire une demande de mesures de protection juridique? Eh bien, en fait, il faut s'adresser auprès du tribunal judiciaire de la circonscription, puisqu'il y a eu une refonte aussi des tribunaux. Donc maintenant, depuis peut-être 1 ou 2 ans, on a eu le tribunal judiciaire. En fait, c'est les anciens tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance. Donc ici, sur notre territoire de Bayonne, le tribunal judiciaire se trouve au niveau de l'avenue de Marem. Donc, ce tribunal judiciaire, il est compétent pour tout ce qui va être régime de protection et on va se retrouver devant le juge des contentieux de la protection. Donc, lorsqu'une famille ou alors un tiers se questionne sur qu'est-ce qu'une mesure de protection, comment il faut que je demande, on peut s'adresser soit à notre service qui peut accompagner, ou alors dans le cadre des maires, ce sont les tiers, donc on peut saisir directement le tribunal. Il va y avoir je dirais, deux voies d'entrée au niveau de la saisine de la procédure. Donc, en tous les cas, la procédure reste la même, quel que soit le type de mesure de protection qu'on compte demander, puisqu'en 2016, on a eu un nouveau type de mesure qui sont l'habilitation familiale. Donc ça, ma collègue, je pense, vous en dira plus tout à l'heure. Donc la procédure est la même, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une requête. C'est un modèle CERFA qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Justice. Donc ce modèle CERFA, c'est un modèle unique maintenant sur le territoire où on va remplir certaines informations, certains renseignements administratifs et aussi un petit peu informer le juge du pourquoi de notre requête. Donc, on a à disposition après les documents. À cette requête, on doit, et c'est l'élément principal et essentiel, ajouter une expertise. Donc l'expertise médicale, c'est en gros un certificat médical circonstancié qui est établi par un médecin expert inscrit sur une liste agréée auprès du procureur. Donc ces médecins experts, en général, ils ont une spécialisation. Il y a très peu de médecins traitants.
Ce sont surtout des médecins, médecins avec une spécialisation de psychiatrie ou de gériatrie, eu égard un petit peu à la pathologie des personnes pour laquelle on va demander la mesure. Selon le requérant, c'est-à-dire la personne qui va demander, on doit s'adresser directement auprès du juge des contentieux de la protection ou alors passer par le parquet, par le procureur. Donc, lorsqu'on est personne à protéger, conjoint, partenaire de Pacs, concubin, parent ou allié, ce qu'on appelle des personnes entretenant des liens étroits et stables, on passe directement par ce qu'on appelait avant le juge des tutelles, hein, qui a changé de dénomination. Par contre, si on est ce qu'on appelle un tiers à la requête, à la demande, à savoir les professionnels, par exemple une assistante sociale, un directeur d'établissement, en l'occurrence un maire, on est ce qu'on appelle un tiers, donc on doit passer par le filtre du procureur parce qu'il y a une protection particulière et le procureur va vérifier que la requête est bien introduite, est bien instruite, et ensuite il va transférer au juge des tutelles. Donc quoi qu'il en soit, qu'on soit requérant direct ou requérant par l'intermédiaire du procureur, on va ensuite, le dossier, la saisine, elle va arriver sur le bureau du juge. À ce stade-là, le juge va vérifier que le juge et ses greffiers va vérifier que le dossier est bien régulièrement introduit, que les pièces sont bien présentes. Donc, à la requête et à l'expertise, on a également normalement un acte de naissance à demander pour la personne à protéger. Tout ça, ça arrive sur le bureau du juge et le juge va vérifier que les principes qu'on appelle de proportionnalité, de subsidiarité et de nécessité sont bien vérifiés. C'est-à-dire que le juge il a l'obligation de vérifier que ce qui existait avant dans le cadre de la protection de la personne, c'est-à-dire dans le suivi, ne sont pas suffisants et qu'il faut de plus demander une mesure de protection. Une fois que ça c'est bien vérifié, il va faire ce qu'on appelle une ouverture de procédure, donc après c'est très formaliste, et la personne à protéger sera ou pas convoquée, donc dans le cadre d'une audition, ainsi que la personne requérante. De même, le juge il a la possibilité soit d'auditionner d'autres personnes, si par exemple il y a beaucoup de familles, ou de procéder à toute mesure utile pour l'instruction de la demande, comme par exemple des enquêtes. C'est possible aussi. Donc, soit la personne, elle est en capacité d'être auditionnée, donc elle va être convoquée, soit au tribunal, soit chez elle, si la personne n'est pas en capacité de se déplacer. Donc ça, normalement, ça doit être marqué dans l'expertise médicale, dans le certificat médical circonstancié, où le juge peut, ce qu'on appelle, se transporter au domicile ou sur le lieu de vie de la personne. Donc là, il va poser des questions et ensuite, il va auditionner ce qu'on appelle le requérant, c'est-à-dire la personne qui a demandé. Avec tout ça, il va dire oui, ben effectivement, il y a nécessairement besoin d'ordonner une mesure de protection et il va rendre ce qu'on appelle un jugement. Soit il n'y en a pas besoin, parce que le principe de subsidiarité, c'est-à-dire ce qui est mis en place, par exemple, par la famille, est suffisant. Très concrètement, je donne souvent l'exemple des mesures de procuration bancaire. Si c'est suffisant, il n'y aura pas une mesure de protection. Donc, il y aura ce qu'on appelle un jugement de non-lieu. Soit il y a un besoin, et donc le juge, pour le coup, va ordonner une mesure de protection juridique. Donc, soit ce qu'on appelle une mesure d'habilitation familiale, si ça a été demandé, soit une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice. Voilà pour ma présentation rapide. Bonjour Raphaël. Voilà pour la présentation rapide. Merci. Est-ce que ça soulève du coup des questions à ce stade ou est-ce qu'on passe à Madame Nassieux et puis on verra après pour les questions peut-être? Allez-y Madame Nassieux, je vous laisse vous présenter. Votre micro est éteint. Oui. Il ne veut pas.
Ah si, il veut. Bonjour. Donc, Mireille Nassieux, je suis responsable du service d'information de soutien aux tuteurs familiaux à l'ADTMP, Association départementale de tutelle des majeurs protégés. Nous sommes situés à Pau, 42 avenue Vignancourt. Donc, moi, je suis responsable de ce service et je suis chef de service adjoint aussi à l'ADTMP. Je n'exerce pas de mesures de protection. J'en ai exercé par le passé. Donc, moi, je prends la suite, pardon. Non, il n'y a rien. Je prends la suite de l'intervention d'Annabelle pour vous parler des mesures judiciaires et puis faire un focus aussi sur l'habilitation familiale. Donc, les mesures judiciaires que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. La sauvegarde de justice, c'est une mesure temporaire qui peut avoir une durée d'1 an, renouvelable une fois. C'est une mesure temporaire qui permettra qu'un mandataire intervienne rapidement sur une situation et puisse donner des éléments au juge qui pourra prononcer une mesure de type tutelle ou curatelle, bien sûr, en se basant aussi sur le certificat médical dont a parlé tout à l'heure Annabelle. Il peut y avoir aussi dans cette ordonnance de sauvegarde de justice des missions que le mandataire devra accomplir ou des actes déterminés qui seront spécifiés par le juge. Cette sauvegarde va s'arrêter à l'échéance de la mesure. Pardon, ça sonne. Non, c'est bon. À l'échéance de la mesure ou à la main levée qui pourra être prononcée à tout moment par le juge ou alors par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle. La mesure de curatelle, c'est une mesure d'assistance. On fait avec la personne. Le mandataire, il va veiller à la protection des biens de la personne, il va veiller aussi à la protection de la personne au niveau de la garantie de leurs droits, conseiller sur l'ensemble des actes de la vie civile et assister la personne protégée pour certains actes. La durée de la mesure de curatelle, elle est de 5 ans. Souvent, dans les jugements, c'est en mois, donc 60 mois, qui pourra être renouvelée en fonction de la situation ou aggravée. On passe d'une curatelle à une tutelle ou allégée également. Fin de la mesure, ce sera au terme de la mesure de protection s'il y a eu également une main levée, un dessaisissement de la part du tribunal parce que la personne a changé de secteur de Pau, elle est partie sur le secteur de Bayonne ou sur Bordeaux, et également au décès de la personne protégée. La mesure de tutelle, c'est le régime le plus lourd. Nous sommes sous un régime de représentation. On représente la personne. Pour tous les actes importants, il faudra solliciter le juge des contentieux de la protection. C'est vraiment une mesure, oui, lourde, contraignante. Donc, la personne protégée, elle est représentée dans tous les actes de la vie civile, hein, tous les actes concernant les actes de disposition qui vont engager son patrimoine, pour tous les actes conservatoires, hein, voilà, et tout également pour tous les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. La durée de la mesure, également, on est sur 60 mois dans le jugement initial, 5 ans, qui pourra être renouvelé selon la situation ou allégé. La fin de la mesure, toujours la même chose, hein, au terme de la mesure, en cas de main levée prononcée à tout moment par le juge des contentieux de la protection, en cas de dessaisissement ou alors lors du décès de la personne protégée. Au niveau des curatelles, il existe la curatelle simple qui permet à la personne protégée en fait de continuer à assumer son quotidien, c'est-à-dire à percevoir ses revenus, à payer ses charges. Il y aura l'intervention du curateur ou de la curatrice que sur des actes importants pour lesquels elle a besoin d'être assistée. Au niveau de la curatelle renforcée, c'est le
curateur qui va percevoir les revenus de la personne sur un compte ouvert à son nom et qui va payer les charges concernant la personne protégée et remettra à la personne protégée avec des moyens de paiement, hein, une carte de retrait ou carte de paiement et de retrait, voilà, l'excédent qu'il y aura par rapport à ses revenus et ses charges. Je voulais faire un petit focus concernant la tutelle parce que depuis le 23 mars 2019, toutes les personnes protégées par une mesure de tutelle peuvent voter sans exception. Il n'y a plus de mention dans les jugements depuis cette date en mesure de tutelle, maintient le droit de vote ou supprime le droit de vote. Je ne sais pas si c'est des questions, j'entends du bruit, mais c'est peut-être pas dans le au niveau des questions. Non? Mince, je ne suis plus avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qui. Si, vous êtes là? Allô? Si, tout va bien. C'est pas ce qui se passe, moi je ne suis plus là. Vous m'entendez? Ah, si, on vous entend très bien. On vous entend. On t'entend, oui. Ah, par contre, je ne vous vois plus et vous me voyez? Oui, tout à fait. Aussi. Ah, excusez-moi, mais je ne sais pas où je suis là. D'accord. Ah, bon, mais tu es là, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord. Un nouveau dispositif donc créé en 2016, l'habilitation familiale. Annabelle en a parlé tout à l'heure concernant la procédure. Hein. Il y aura également un document CERFA à remplir avec un certificat d'un médecin inscrit sur la liste du procureur. L'habilitation familiale, comme son nom l'indique, pourra être exercée que par un membre de la famille et en tout cas permettra aux personnes habilitées à exercer ce dispositif de manière allégée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'obligation au niveau de l'habilitation familiale de rendre compte tous les ans au juge des contentieux de la protection des revenus et des charges de la personne. C'est une des obligations en matière de curatelle ou de tutelle, sauf dispense spécifiée dans le jugement. Mais en matière de curatelle et de tutelle, tous les ans, le curateur ou la curatrice, les personnes nommées, ou le tuteur et la tutrice, doivent rendre compte au juge des contentieux de la protection, doivent rendre un compte de gestion avec tous les revenus, toutes les charges et justifier de certaines dépenses. Au niveau de l'habilitation familiale, il n'y a aucun compte de gestion à rendre au juge et ni non plus faire un inventaire, une photographie des biens appartenant à la personne. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne, alors qu'il y a eu du mal un petit peu à démarrer, parce qu'aussi, il fallait voir au niveau du tribunal comment ça fonctionnait. Les personnes aussi n'avaient pas forcément connaissance de ce dispositif. En tout cas, alors je parle pour le secteur et les tribunaux de Pau et Oloron. Ça fonctionne très bien. Il y a des jours, des audiences où il n'y a que des habilitations familiales qui sont vues par les juges des contentieux de la protection. Ça fonctionne très bien si, de toute façon, c'est une des obligations s'il y a une entente familiale. Et pourquoi? Parce que derrière, effectivement, il n'y a pas de contrôle du juge concernant les revenus et les charges qui sont employés pour la personne qui va en bénéficier. Et ça peut fonctionner très, très bien. Cette habilitation familiale, elle peut être générale, donc intervenir sur la personne et sur les biens, ou alors limitée, et ça, ce sera spécifié dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. J'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou peut-être on verra les questions après l'intervention de maître. Oui, tout le monde est là ou pas? Oui, très bien, on fait comme ça. Oui, on fait comme ça, maître Le Plat, du coup, Ouais. c'est à vous. Et puis, comme ça, on arrêtera l'enregistrement et on fera les questions-réponses. Alors, pas de problème. Je vais me permettre de partager mon écran pour que vous puissiez visualiser ça. Alors, attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez les slides là ou pas. Oui, c'est bon. Oui. Très bien. Alors, je ne sais pas quel rendu ça fait, excusez-moi. Bon, en tout cas, si vous voyez, tant mieux. Très bien. Attendez, je vais le mettre en diaporama. Je pense que j'espère que ça va passer. Excusez-moi. Est-ce que ça... Oui. Parfait. Vous voyez là, c'est bon? Oui. Bon.
Alors, juste vraiment très rapidement, donc Julien Leplat, avocat au barreau de Pau. Ma spécialité, moi, c'est le droit administratif. J'aide beaucoup d'élus dans leurs tâches quotidiennes, un petit peu dans tous les sujets, et je vais vous présenter quelques éléments sur la protection des personnes. Alors, il y a pas mal de slides, mais ça va assez vite. Pour être très clair, je vous ai mis des exemples très concrets, enfin des choses très concrètes, avec plutôt que de vous asséner des textes et des textes. Et puis je vais avoir deux aspects, la protection des personnes, et puis vous expliquer un petit peu comment les pouvoirs du maire que vous avez des élus en la matière. Alors, vraiment dans ces propos liminaires, tout d'abord, je voudrais dire que le maire, en réalité, il a à la fois beaucoup et très peu de pouvoir pour aider les personnes en situation vulnérable, de vulnérabilité, très peu et beaucoup de pouvoir. Pourquoi? Parce que soit ce sont très peu, parce qu'il n'y a pas une législation spécifique où le maire aurait un rôle particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité, avec une réglementation spécifique, avec un pouvoir de police spécifique. Il n'y a pas d'éléments en la matière. Il n'y a qu'une fois quand même où il a un pouvoir important, mais c'est des personnes qui sont vulnérables, c'est lorsque ça peut aller jusqu'à la personne se met en danger elle-même ou met en danger les autres pour des raisons psychologiques, psychiatriques. Et là, on a la possibilité, le maire, de prendre un arrêté, donc je vous montrerai un exemple ensuite, sur la possibilité, je pourrais vous laisser si vous voulez, de signaler que cette personne porte atteinte à l'ordre public ou porte atteinte à elle-même, et donc un internement, une hospitalisation sans consentement aux soins. Donc c'est une mesure quand même violente pour la personne, puisqu'elle se trouve privée, pas de liberté, mais privée de ses moyens d'action. Donc c'est quand même assez fort, et là, le maire, pour le coup, a un large pouvoir. Alors, pour la protection des personnes, donc les motifs, le maire, il a un rôle important parce que c'est l'interlocuteur privilégié, il connaît la plupart de ses administrés, il est à l'écoute de ses administrés, il a les confidences de ses administrés, et donc il peut avoir connaissance d'une personne en situation de vulnérabilité. Alors, il peut y avoir des mineurs, hein, mais c'est plus souvent quand même, des personnes majeures. Alors, il y a des motifs de signalement, hein, de vulnérabilité, et ça vous a été expliqué ensuite qui pouvait saisir, ça je ne reviendrai pas dans le détail sur les mesures de protection. Il y a une obligation d'assistance, hein, à toute personne en danger, parce que si c'est une personne qui est en situation de vulnérabilité, elle peut être en danger pour elle-même et au regard des circonstances dans lesquelles elle est. Donc, il y a une obligation légale de vulnérabilité. Si vous n'informez pas, parce qu'il y a une personne qui peut se trouver en danger physiquement, eh bien, vous pouvez être poursuivi pénalement, hein, pour une non-assistance à personne en danger. Ça peut arriver à ce rythme-là, parce que la personne ne peut plus s'alimenter, je ne sais pas, que sais-je. Donc, c'est quand même quelque chose que le maire doit avoir en considération. Alors, qui sont les adultes vulnérables? Alors, la loi le dit, hein, c'est celles qui sont en état d'ignorance, de situation de faiblesse, les personnes âgées, les personnes malades, les femmes enceintes aussi. Alors, bien entendu, pourquoi? Parce qu'on peut avoir des difficultés pendant cette période-là, bien entendu. Les personnes sous influence, on peut avoir aussi, alors ça, c'est plus fréquent, c'est beaucoup plus difficile à déceler, mais c'est les personnes qui ont des personnes malveillantes autour, qui sont manipulées, sont sous emprise. Et alors là, c'est vrai que c'est très délicat à faire démontrer, et il y a beaucoup de témoignages, et le maire peut-être avoir les confidences de plusieurs administrés en la matière. Et puis les personnes majeures protégées dont on a parlé. Alors, quelle situation pour signaler la vulnérabilité d'un adulte? Alors, celle où la personne se met en danger pour son propre comportement, celle où elle se met en danger du fait de l'attitude néfaste de tiers. Donc, c'est l'abus de faiblesse qui est une sanction pénale. Si on lui fait signer des contrats, quelqu'un malveillant, eh bien, le maire peut signaler tout à fait s'il en est témoin direct ou indirect. Alors, la violence ou la maltraitance, hein, ça peut être de la violence physique aussi, hein, des abus ou sexuels aussi. Alors, c'est peut-être souvent, malheureusement, les mineurs qui sont souvent concernés par cela, mais ça arrive aussi par des personnes adultes ou qui sont dans cet état de faiblesse, des préjudices d'ordre psychologique, des abus financiers, des fraudes, bon, ça, des choses tout à fait classiques que sans doute vous n'ignorez pas.
Alors, comment on peut, lorsqu'on a une personne en situation de vulnérabilité, c'est pas forcément, c'est-à-dire par exemple, elle est démunie, elle manque, elle peut pas, elle n'a pas accès à ses comptes, je ne sais pas, enfin, elle est vraiment très vulnérable. Donc, le maire, vous avez souvent, il y a une municipalité, j'enfonce une porte ouverte, mais il y a des CCAS, vous pouvez vous mettre en relation avec vos propres services, mais sinon aussi prendre contact avec le département pour aider ces personnes dans les tâches vraiment du quotidien. Donc il y a des numéros qui sont valables aussi. Et puis si vraiment c'est très très grave, hein, c'est-à-dire qu'il y a un abus de faiblesse, il y a vraiment des situations de danger, c'est de s'adresser au procureur de la République. Parce qu'il y a des gens qui peuvent manipuler cette personne, et ça a été dit il y a quelques instants, c'est vraiment le vecteur, le procureur de la République, soit parce que c'est une infraction pénale, soit c'est parce qu'il y a un majeur qui a besoin d'être protégé aussi de personnes malveillantes. Là, bien entendu, si vous écrivez, hein, c'est des courriers qui doivent être faits circonstanciés au regard des éléments qu'on vous signale, et vous devez le faire parce que si jamais c'est une personne qui est en état ou qui a besoin d'assistance, eh bien, on pourrait imaginer que vous, maire, vous ayez une responsabilité. Alors, je l'ai mis, bon, bien entendu, s'il y a des urgences immédiates, ben, vous le savez, il faut appeler les services concernés. Il faut savoir, et c'est ce que ça je passe très rapidement, si vous pensez qu'il y a une personne vulnérable, on vous a expliqué la sauvegarde, la curatelle, la tutelle là-dessus. Effectivement, vous, maire, et c'est là où je dis que vous n'avez pas un pouvoir vis-à-vis, je dirais, extraordinaire, parce que vous êtes considéré comme un tiers. D'accord? Donc, si en la matière, il y a besoin de faire des démarches, vous êtes un tiers. Et c'est pour ça que, par contre, vous pouvez aider peut-être la famille. Il y a des formulaires hein, qui peuvent être adressés, mais ça, je passe là-dessus. Et puis, des requêtes qui peuvent être formulées telles qu'elles vous ont été expliquées. Mais vous êtes vraiment un tiers. C'est pas vous qui avez la mainmise, une procédure particulière. Vous êtes considéré comme un tiers. Vous avez des numéros aussi à appeler. Hein, je parle vraiment de situations très pratiques et très concrètes. Hein. Alors, par exemple, vous avez le 3977 qui est un numéro pour écrire. Vous pouvez écrire, mais aussi parce que c'est un numéro en situation de maltraitance. Ça arrive, hein, les personnes vulnérables, les personnes âgées qui soient maltraitées, et ça, c'est des mesures très concrètes parce que vous aurez beau écrire un courrier, oui, ça prend du temps, donc il y a quand même des choses qui sont peut-être à faire. Vous avez également pour les enfants en danger, il y a un numéro particulier qui est le 119 et puis aussi auprès du conseil départemental qui est vraiment votre interlocuteur en matière sociale pour les services de protection de l'enfance, hein, votre situation d'urgence en la matière. Donc ça, c'est des éléments qui sont en mettre à considération. Et souvent, cette personne en vulnérabilité, c'est son mode de vie, la manière, si elle est toute seule, si elle est isolée. Alors quand la personne est isolée, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, vous n'êtes pas forcément au courant comment ça se passe. On a des fois, par exemple, des personnes, moi ça m'est déjà arrivé, un maire qui est venu, personne avait un syndrome de Diogène ou qui entassait un tas d'immondices, là, c'était très compliqué. Alors, comment il a pu s'en apercevoir? Parce que c'est les voisins qui se plaignaient d'odeur et donc de difficultés en la matière. Donc, c'est plutôt comme ça que ça arrive lorsque c'est des personnes qui sont isolées ou qui ont un problème d'ordre psychologique. Alors, dans ce cas-là, si les dispositions font que vous êtes une sorte de mandataire, hein, si vous avez connaissance d'une situation, et vous pouvez dresser des procès-verbaux, hein, parce que vous êtes agent de police judiciaire, si vous constatez ou des difficultés, vous avez le droit de procès-verbal, d'établir un procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République. Donc ça, c'est des éléments que je pouvais vous détailler. Vous avez aussi ce qui peut arriver également, que ce soit un problème, je dirais. Pardon? Ah, vous m'entendez? Non, oui, très bien. Allez-y, il n'y a pas de souci, j'ai désactivé un micro. Je disais, une fois que vous avez signalé, par exemple, vous avez une situation où vous avez signalé une situation de vulnérabilité, le procureur de la République, je dirais, c'est plus dans votre camp, vous avez signalé une situation, le procureur de la République voit une infraction, il peut soit classer sans suite, soit demander un complément d'information dans lequel vous pouvez éventuellement être entendu ou faire entendre des membres du conseil municipal ou donc vous pouvez vraiment être en lien avec les services du procureur de la République sur des actions pénales.
Les peines, elles sont lourdes. Hein. Il faut savoir que si on porte atteinte à des personnes vulnérables, je ne vais pas vous faire le détail, mais si c'est une personne qui est en état d'abus de faiblesse, de délaissement, d'incapacité de se protéger ou des choses comme ça, les peines sont très 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 lourdes. La justice est vraiment très sévère avec ce type d'atteinte. Pas très récemment, j'ai eu un cas où cliente, une personne vient me voir et me dit oui, je veux être tuteur ou tutrice. Cette personne me dit, elle me veut que je sois son tuteur ou sa tutrice. Je dis mais écoutez, vous pouvez pas, hein, vous n'avez pas les habilitations, quoi que ce soit. Et puis j'ai appris que quelques temps après, eh bien, cette personne avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel. Alors c'était pas du tout moi qui l'ai défendu, donc je peux très bien en parler, mais était poursuivie parce que j'avais trouvé bizarre un peu cette personne. Et donc, elle avait été poursuivie parce que, pour abus de faiblesse, par exemple. Donc, moi, je lui ai expliqué que la réglementation, c'était absolument pas possible. Bon, j'avais plus entendu parler de cette personne, mais on a des cas concrets qui existent vraiment, hein, et qui passent, moi, des fois, dans mon cabinet. Donc, si vous avez les démarches que vous avez vraiment à faire, alors je vous remets les numéros que vous avez fait, c'est vraiment saisir le procureur, des numéros d'assistance et le conseil départemental qui est vraiment votre interlocuteur privilégié avec ses démembrements, hein, tels que je peux dire. Si vous êtes effectivement témoin, hein, la non-dénonciation de maltraitance, c'est 45 000 € d'amende quand même et 3 ans de prison. Donc c'est pas rien. Et lorsqu'on est maire, bien entendu, on peut avoir des peines d'inéligibilité. C'est toujours pas très agréable quand même de passer devant le tribunal correctionnel, surtout lorsqu'on est un élu de la République. Je passe un petit peu rapidement là sur un aspect important aussi. En matière de signalement, on pourrait se dire, alors vous êtes peut-être le confident, mais je le fais un petit peu de façon, je le généralise un petit peu. Il faut savoir que le secret professionnel, si vous n'est pas, c'est un des cas où il peut être levé pour certaines personnes, puisque nous, vous avez les médecins, les avocats aussi sont tenus au secret professionnel, mais la loi prévoit que dans certaines hypothèses, on peut ne pas respecter ce secret professionnel. Donc si vous avez des personnes où vous avez connaissance en disant oui, mais il faudrait que le médecin qui sait ou quelque chose, eh bien, ils peuvent lever ce secret professionnel pour signaler sachez-le, la maltraitance ou l'atteinte qui fait à une personne vulnérable. Et alors, c'est d'autant plus important parce que lorsqu'il s'agit de mineurs, c'est presque même une obligation de le signaler, hein, si c'est un mineur. Il faut savoir que en la matière, le département, c'est vraiment votre interlocuteur, je pense, privilégié, parce que vous avez, à part peut-être dans le CCS pour apporter, mais c'est des personnes plutôt un soutien financier, vous avez vraiment le département qui est un interlocuteur privilégié, en matière aussi, si c'est des gens qui sont démunis financièrement, en matière de RSA, d'allocation personnalisée à l'autonomie, l'ASE pour les enfants, le département est très très bien structuré en matière sociale, avec des personnes tout à fait habilitées, donc n'hésitez pas à prendre attache avec eux le cas échéant. Un petit focus pour terminer sur et là vous avez un vrai grand pouvoir sur les personnes qui ont besoin de soins psychiatriques. Alors le texte, j'avais dit que je ne ferais pas trop de texte, mais j'en ai pas donné trop de texte juridique. C'est l'article 3213-2 du Code de la santé publique. Si vous avez un danger imminent pour la sûreté des personnes, hein, c'est-à-dire qu'il y a un avis médical qui le dit, donc pour la sûreté des personnes, ça peut être cette personne-là qui peut porter atteinte à sa propre vie, hein, des idées suicidaires, des choses comme ça, ou qui peut être agressive, parce que ce qu'on appelle hétéro-agressive en la matière, eh bien, elle peut être mise sous soins psychiatriques d'office. Donc c'est après un avis médical que le maire, donc là vous n'êtes pas particulièrement concerné, à l'égard des personnes qui relèvent des troubles mentaux, eh bien vous pouvez prendre des mesures provisoires et vous devez en référer dans les 24 heures au préfet, au représentant de l'État qui statue et prononce, il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques. Qui donne lieu par la suite, après un contrôle du juge. Certaines personnes
le vivent assez mal parce qu'elles ne consentent pas aux soins, n'ont pas forcément conscience de leurs troubles. Hein. Alors, c'est très varié. Ça va, je vous dis, certaines personnes qui sont hétéro-agressives, à d'autres qui ont de la schizophrénie, à d'autres qui ont une logorée aussi. Il y a des termes médicaux qui sont employés. Je le dis parce qu'il m'arrive régulièrement d'aller devant le juge des libertés de la détention parce qu'il y a un contrôle du juge a posteriori de ces mesures. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est si jamais, alors en la matière, c'est le maire et il n'y a pas sur la compétence à analyser parce que, bon, bien que je dois être honnête, le juge des libertés, c'est vrai, est peu regardant de la légalité procédurale sur éventuellement la compétence du maire ou s'il y a une délégation ou des choses comme ça. Parce que bon, il tient compte aussi quand même souvent ces personnes ont besoin, il n'y a pas de signe, ça peut pas, je dis pas que ça peut pas arriver, mais quand même il y a rarement des signalements, c'est plutôt l'exception de personnes qui n'ont pas du tout besoin d'être protégées et qui en réalité seraient mises sous un soin psychiatrique sans raison. C'est plutôt rare. Je dois dire que parfois c'est un peu sur la vulnérabilité, un cas très concret hein, pour le ponctuer. J'ai eu une fois devant le JLD une personne âgée, un vieux monsieur, qui malheureusement n'avait pas de troubles psychiatriques, méritait qu'il ne reste pas à l'hôpital, mais s'il sortait dans la minute qui suivait, il n'avait pas de logement, rien où aller. Moi, je vous avoue que j'étais devant le juge et qu'on était bien embêtés, lui et moi, parce que juridiquement, il n'avait rien à faire là, mais humainement, bon, le temps d'organiser, le juge l'a maintenu pour que bien, les différents services à l'hôpital puissent essayer de contacter les personnes auprès des services sociaux pour s'occuper de cet homme qui malheureusement n'avait pas de problème psychiatrique mais une grande misère sociale et était complètement esseulé. Donc on n'était pas vraiment dans le droit, mais pour permettre à cette personne de faire preuve d'humanité, je pense, dans cette situation. Donc il y a des situations très concrètes hein, qui peuvent se révéler à vous. Alors, juste une dernière chose sur cette protection. Donc, l'arrêté, il a une durée de validité que vous prendrez, il a une durée de validité de 48 heures. Je vous en transmettrai une copie par le biais peut-être du chat pour que vous puissiez le conserver s'il vous intéresse. Donc, il mentionne l'établissement de santé dont dépend la commune. Il prévoit les conditions de transport, c'est-à-dire comment va être réalisé, si c'est en VSL ou pas. Le maire, vous transmettez sans délai l'arrêté accompagné de l'avis médical à l'ARS, d'accord, qui est interlocuteur privilégié. Et l'ARS va prendre attache auprès du préfet et confirmer ou pas l'arrêté provisoire ou le prolonger avec un contrôle, bien entendu, du préfet. En cas de désaccord, le préfet peut demander un second certificat médical. Et s'il confirme l'avis que vous avez, eh bien, il y a une compétence liée. Il ne peut pas, aller infirmer la décision de l'avis médical. Donc, je vous mettrai, c'était un peu le sens de ma dernière salle, je vous mettrai l'arrêté là en lien dans le chat. Je pense que vous pourrez peut-être le récupérer si ça vous intéresse. Voilà, très brièvement résumé un petit peu les actions que vous pouvez avoir en tant que maire. Encore une fois, je le dis, vous avez à la fois pas de pouvoir ou peu de pouvoir et un grand pouvoir parce qu'ensuite, quelqu'un soit quand même en internement, en soins médicalisés sans son consentement, c'est quand même quelque chose d'assez mal vécu par les personnes lorsqu'elles ont un petit peu conscience de l'état dans lequel elles sont, et ce qui n'est pas, c'est vrai, toujours le cas. Voilà, après je reste à votre disposition si vous avez bien entendu des questions à nous poser.